Papa, j'ai été admise à l'université. Quoi ça y est? Je ne t'ai envoyé nulle part. Je voulais te faire une surprise, papa. Jamais. L'éducation d'une femme s'arrête à la cuisine. Je répète, cuisiner. Regardez-la, pauvre vendeuse, pendant que ses camarades sont à l'université. Mais avant de continuer et de découvrir l'incroyable destin, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous suivez. Il ramassa la lettre. Ses doigts se refermèrent lentement sur le papier blanc, comme s'il voulait en sentir le poids. Il la retourna une fois, 2 fois, puis il marcha vers le fond de la cour, là où les herbes sauvages poussaient contre le vieux mur de parpaing. Il s'accroupit, sortit une allumette de sa poche et sans trembler, sans hésiter, sans même regarder autour de lui, il l'approcha du coin de la lettre. La flamme prit doucement, le papier se recroquevilla, noircit et disparut dans un petit nuage de fumée grise. Il se releva, épousseta ses mains et rentra dans la maison comme si rien ne s'était passé. Grace ne le saurait que le lendemain matin. Le quartier de Surulere, à Lagos, n'était pas le plus riche de la ville, mais il avait quelque chose que les quartiers riches n'avaient pas toujours, une âme. Les maisons étaient serrées les unes contre les autres, comme si elles avaient peur de se retrouver seules. Les enfants jouaient dans les ruelles poussiéreuses jusqu'à ce que la nuit tombe. Les femmes vendaient du riz, de l'huile et du poisson séché devant leur portail, et le soir, les familles mangeaient ensemble, même quand il n'y avait pas grand-chose à manger. C'est dans ce quartier que Grace Johnson avait grandi. Grace était née en mardi matin, sous une pluie fine qui avait duré toute la journée. Sa mère disait souvent que c'était un signe. Les enfants qui naissent sous la pluie ont un chemin difficile, mais ils arrivent toujours à destination. Grace avait entendu cette phrase tellement de fois qu'elle la connaissait par cœur. Elle ne savait pas encore, enfant, à quel point ces mots seraient vrais pour elle. Elle était la deuxième d'une fratrie de 3. Son frère aîné, Emmanuel, avait 2 ans de plus qu'elle. Sa petite sœur, Joy, était arrivée 7 ans après elle, fragile et silencieuse comme une bougie dans le vent. Entre les deux, il y avait Grace, toujours au milieu, toujours celle qu'on remarquait le moins et qui pourtant observait tout. Dès l'âge de 5 ans, Grace aimait les livres, pas parce que quelqu'un le lui avait dit, pas parce qu'elle voulait impressionner ses parents. Elle aimait les livres parce que, à l'intérieur, le monde était plus grand. Les pages sentaient quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Plus tard, elle trouverait le mot exact, la liberté. Les livres sentaient la liberté. À l'école primaire Saint-Joseph de Surulere, Grace était toujours la première de sa classe. Ses professeurs parlaient d'elle avec des sourires. « Cette petite a quelque chose de spécial », disait Madame Okafor, son institutrice de CE2. « Elle pose des questions que même les grands ne posent pas. » Grace ne faisait pas ça pour se vanter, elle posait des questions parce qu'elle voulait vraiment savoir, parce que le monde lui semblait plein de portes fermées et qu'elle cherchait désespérément les clés. Chez elle, les choses étaient différentes. Son père, Thomas Johnson, était un homme grand, silencieux et dur comme du bois sec. Il travaillait comme agent de sécurité dans une banque du centre-ville. Il partait tôt le matin, rentrait tard le soir et mangeait son repas sans dire un mot. Quand il parlait, c'était pour donner des ordres ou pour corriger, jamais pour féliciter, jamais pour encourager. Dans la maison de Johnson, les compliments étaient rares comme l'eau en saison sèche. Thomas Johnson avait grandi dans un village de l'état d'Ogun où les femmes ne dépassaient pas le secondaire. Sa propre mère n'avait jamais appris à lire. Sa sœur aînée avait été mariée à 16 ans. Pour lui, c'était l'ordre naturel des choses. Les hommes travaillent, les femmes gèrent la maison. L'éducation, c'était bon pour les garçons. Pour les filles, c'était une perte de temps et d'argent. Il avait transmis cette idée à son foyer comme on transmet une maladie, en silence, mais avec une constance absolue. Emmanuel, l'aîné, avait eu droit aux meilleures écoles. Quand il avait besoin d'un manuel scolaire, son père le lui achetait sans discuter. Quand il avait réussi son examen d'entrée au lycée, Thomas Johnson avait souri. Ce sourire rare, Grace l'avait vu une seule fois dans sa vie, et il était réservé à son frère. Pour Grace, c'était différent. Son père la regardait parfois avec un air qu'elle ne comprenait pas encore, un mélange d'indifférence et d'impatience, comme si sa présence dans la maison n'était qu'une étape temporaire avant qu'elle aille appartenir à un autre foyer.
Sa mère, Elizabeth Johnson, était une femme douce et fatiguée. Elle était belle, avec des yeux en amande et une voix basse qui calmait les enfants. Mais elle avait appris depuis longtemps à ne pas contrarier son mari. Pas parce qu'elle était faible, mais parce que chaque fois qu'elle avait essayé de se défendre, la nuit avait été longue et douloureuse. Alors elle gardait ses opinions pour elle. Elle exprimait son amour en secret. Un morceau de viande en plus dans l'assiette de Grace, une caresse furtive dans les cheveux avant le coucher, un regard complice quand personne ne regardait. Ces petits gestes, Grace les gardait dans son cœur comme des trésors. À 12 ans, Grace avait annoncé qu'elle voulait devenir avocate. Elle l'avait dit à dîner, d'une voix calme et posée, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Emmanuel avait levé les yeux de son assiette, Joy avait arrêté de mâcher, sa mère avait baissé les yeux, et son père avait posé sa fourchette. Le silence avait duré 3 secondes. Puis, Thomas Johnson avait dit « Mange ta nourriture ». C'était tout. Pas de colère, pas de discussion. Juste ce mépris tranquille qui était pire que les cris. Ce soir-là, Grace avait pleuré sous ses couvertures. Mais elle avait aussi pris une décision. Elle avait décidé qu'elle ne changerait pas de rêve. Elle le garderait en elle, comme un feu qu'on couvre de cendres pour qu'il survive au vent. Les années de lycée passèrent vite. Grace travaillait 2 fois plus dur que les autres, parce qu'elle savait qu'elle n'aurait pas le droit à l'erreur. Pendant qu'Emmanuel rentrait de l'école et regardait la télévision, Grace s'installait à la table de la cuisine et révisait jusqu'à minuit. Pendant qu'Emmanuel dormait le dimanche matin, Grace lisait des livres de droit empruntés à la bibliothèque municipale. Sa meilleure amie, Deborah Williams, était sa seule confidente. Deborah était grande, vive et riait trop fort pour les situations. Elle habitait 3 maisons plus loin et venait chez Grace presque tous les soirs pour faire ses devoirs. Entre elles, il n'y avait pas de secret. Grace lui avait parlé de son père, de ses silences, de ses règles. Deborah avait écouté sans juger, les yeux écarquillés, la bouche légèrement ouverte. « Ton père est particulier », avait-elle dit diplomatiquement. Grace avait ri. C'est une façon de dire les choses. Quand elles avaient toutes les deux passé l'examen d'entrée à l'université de Lagos, elles l'avaient fait ensemble. Elles avaient étudié ensemble pendant des semaines. Elles s'étaient encouragées mutuellement dans les moments de doute. Elles avaient attendu les résultats en se tenant la main par message interposé. Et quand Grace avait vu son nom sur la liste des admis, elle avait cru que sa vie allait changer. Elle ne savait pas encore que la vraie bataille commençait à peine. Elle ne savait pas encore que son père avait décidé, lui aussi, de se battre. Pas pour elle, contre elle. Elle ne savait pas que pendant qu'elle rêvait de salle de cours, de robe d'avocate et de justice, son père avait déjà choisi les armes qu'il allait utiliser pour briser ce rêve. Le silence, la destruction et le mensonge tranquille d'un homme convaincu d'avoir raison. Mais Grace Johnson n'était pas une fille ordinaire. Elle était née sous la pluie. Et les enfants nés sous la pluie arrivent toujours à destination. Le facteur sonna 2 fois avant que Grace ose ouvrir le portail. Elle l'avait vu arriver depuis la fenêtre de sa chambre, son sac en bandoulière, sa mobilette rouge garée sur le côté de la rue. Son cœur s'était mis à battre fort, si fort qu'elle entendait le sang dans ses oreilles. Elle savait ce que cette enveloppe pouvait contenir. Elle l'avait attendu pendant des semaines. Elle avait vérifié le portail tous les matins, en se levant, avant même de se laver le visage, avant même de boire de l'eau. Et maintenant, l'enveloppe était là. « Madame, vous allez la chercher ou pas ?» dit le facteur avec une impatience à peine dissimulée, la lettre tendue à bout de bras. Grace descendit les 3 marches de la véranda en 2 bonds et s'avança vers lui. Ses pieds nus touchèrent la terre du jardin et elle s'en rendit à peine compte. « Merci, merci, monsieur. » Elle prit l'enveloppe dans ses 2 mains comme on prend quelque chose de précieux et de fragile. Son nom était imprimé dessus en lettres noires, propres, officielles. Grace Adaes Johnson. Elle la retourna. L'entête de l'université de Lagos était visible à travers le papier fin de l'enveloppe. Elle la regarda pendant ce qui lui sembla une éternité. Ses mains tremblaient. Elle rentra dans le couloir, l'enveloppe contre sa poitrine, les yeux fermés. Elle voulait savourer cette seconde, cette dernière seconde avant de savoir. Après, tout changerait. Dans un sens ou dans l'autre, tout changerait. Puis elle ouvrit les yeux et décacheta l'enveloppe. Elle lut la première ligne, puis la deuxième, puis elle relut depuis le début parce qu'elle ne pouvait pas y croire.
Madame Grace Adaes Johnson, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature à la faculté de droit de l'Université de Lagos a été retenue pour l'année académique. Elle n'arriva pas à finir la phrase à voix haute. Sa gorge s'était serrée. Ses yeux s'étaient remplis de larmes si vite qu'elle n'avait pas eu le temps de les préparer. « Maman ?» Sa voix sortit d'abord basse, presque un chuchotement. Puis elle prit de la force, traversa le couloir, rebondit contre les murs de la petite cuisine. « Maman ?» Elizabeth Johnson émergea de la cuisine avec les mains encore humides, une louche dans la main gauche, le visage préoccupé. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe ?» Grace ne répondit pas. Elle lui tendit simplement l'enveloppe. Elle la prit. Elle lut. Ses lèvres bougèrent sans son en sortir, suivant les mots lentement, attentivement. Une fois, 2 fois, et ses yeux s'écarquillèrent progressivement, comme une fleur qui s'ouvre sous la chaleur. « Grace, » dit-elle doucement, « est-ce que c'est vrai ?»« Oui, maman, c'est vrai. » Elizabeth Johnson posa la louche sur la table, l'enveloppe sur la chaise, et prit sa fille dans ses bras. Elle la serra fort, plus fort que d'habitude, comme si elle voulait lui transmettre toute la fierté, toute la joie, tout l'amour qu'elle avait gardé en elle pendant des années sans pouvoir l'exprimer librement. « Dieu a fait ça », murmura-t-elle. « Dieu a fait ça. » Grace riait et pleurait en même temps, la tête sur l'épaule de sa mère, les larmes chaudes coulant sur son cou. « Maman, je te l'avais dit que j'arriverais. » Sa mère la berça doucement comme quand elle était petite. « Oui, tu me l'avais dit, et tu avais raison. » Elles restèrent ainsi un long moment, 2 femmes dans une petite cuisine qui sentaient l'oignon et l'huile de palmier, en train de célébrer quelque chose d'immense dans le silence d'une maison ordinaire. C'est à ce moment-là que Déborah arriva. Elle n'avait pas frappé, elle n'avait pas sonné, elle avait simplement poussé le portail qui n'était jamais vraiment fermé et était entrée dans la cour en courant. Ses sandales claquaient sur les dalles, ses nattes volaient derrière elle. « Grace, c'est vrai ?» Grace se dégagea des bras de sa mère et se retourna. En voyant le visage de Déborah, rouge d'excitation et de course, elle éclata de rire à travers ses larmes. « Oui, c'est vrai !» Déborah poussa un cri si fort que 2 voisins sortirent la tête par leur fenêtre pour voir ce qui se passait. Elle sauta sur Grace, la prit dans ses bras, et elles tournèrent ensemble dans la petite cour, maladroites et joyeuses comme 2 enfants. « Moi aussi j'ai eu la mienne !» criait Déborah. « On va à Lagos, Grace, on va à l'université de Lagos. »« On va à Lagos !» répétait Grace. Elle riait, elle sautait, elle se tenait les mains et ne les lâchait pas. Elizabeth Johnson les regardait depuis la véranda, avec un sourire sur les lèvres et quelque chose de brillant dans les yeux. « On a réussi !» dit Déborah, en reprenant son souffle, les 2 mains sur les épaules de Grace. « On a vraiment réussi !»« On a réussi !» confirma Grace. Ce fut à ce moment précis que la silhouette de Thomas Johnson apparut dans l'encadrement de la porte. Il se tenait là, grand et immobile, les bras croisés, le visage fermé. Il les regarda toutes les 2 en train de se tenir les mains, en train de sourire, en train d'être heureuses. « Alors c'est ça tout ce bruit », dit-il d'une voix plate. Grace se retourna, le sourire encore sur les lèvres. « Papa, j'ai eu mon admission à l'université de Lagos, en droit. » Thomas Johnson ne sourit pas. Il regarda sa fille 1 seconde, puis hocha la tête une seule fois, un mouvement à peine visible, et rentra dans la maison sans dire un mot. Le sourire de Grace s'effaça lentement. Sa mère baissa les yeux. Déborah serra la main de son amie discrètement. « Ne t'en fais pas, lui dit-elle tout bas. C'est ta victoire, pas la sienne. » Grace hocha la tête. Oui. Mais au fond d'elle, quelque chose s'était légèrement refroidi. Pas son rêve, jamais son rêve, mais sa certitude que son père serait différent le jour où ça arriverait vraiment. Cette certitude-là venait de s'éteindre. Le reste de la journée se passa dans une joie un peu plus prudente. Déborah resta dîner. Elles parlèrent de leurs cours, des matières, du campus, des amis qu'elles allaient se faire. Grace était animée, vivante, présente dans chaque mot qu'elle prononçait. Son père mangea en silence. Il ne posa aucune question, il ne félicita pas, il ne regarda pas la lettre que Grace avait posée sur le coin de la table, bien à plat, comme une preuve d'existence. Après dîner, quand tout le monde fut couché, Grace alla dans sa chambre et posa l'enveloppe sur sa table de nuit. Elle la toucha du bout des doigts avant d'éteindre la lumière. Elle s'endormit le sourire aux lèvres, en pensant aux salles de cours, aux livres de droit, aux plaidoiries qu'elle ferait un jour. Elle ne savait pas que dans la nuit, une ombre s'approcherait de sa chambre. Elle ne savait pas que des doigts d'homme, fermes et décidés, allaient refermer sur sa lettre. Elle ne savait pas que le feu attendait au fond de la cour, et que le matin, il ne resterait plus rien. Le lendemain matin, Grace ouvrit les yeux bien avant le lever du soleil.
C'était une habitude chez elle. Depuis l'enfance, elle se réveillait souvent dans ce moment flou entre la nuit et le jour, quand la maison était encore silencieuse et que le monde n'avait pas encore commencé à faire du bruit. D'habitude, elle restait allongée quelques minutes, les yeux au plafond, à organiser ses pensées. Ce matin-là, sa première pensée fut pour la lettre. Elle tendit le bras vers la table de nuit. Ses doigts ne trouvaient rien. Elle se redressa, regarda, la table de nuit était vide. Elle se leva et chercha sous l'oreiller, puis sous le drap, puis sur le sol à côté du lit. Rien. Elle ouvrit le tiroir, rien. Elle fouilla dans son sac posé sur la chaise, rien. « Maman !» Sa voix traversa la maison encore endormie. « Maman, tu as vu ma lettre ?» Elizabeth Johnson émergea de la chambre conjugale, les yeux encore lourds de sommeil. Elle portait un pagne autour de la taille et une expression de femme qui ne s'était pas encore préparée à la journée. « Quelle lettre ?» « Ma lettre d'admission, celle de l'université. Je l'avais posée sur ma table de nuit hier soir et ce matin elle n'est plus là. » Sa mère la regarda un instant, puis secoua la tête. « Non, je n'ai rien pris. Tu l'as peut-être mise ailleurs sans t'en souvenir. »« Non, » dit Grace fermement. « Je sais exactement où je l'ai posée. » Elle fouilla sa chambre de fond en comble. Elle vida son sac entier sur le lit. Elle chercha sous le matelas, derrière l'armoire, dans les poches de ses vêtements. Elle ouvrit sa Bible, elle vérifia son cahier de cours, elle regarda dans la salle de bain. La lettre n'était nulle part. Son père était assis dans le salon, son journal entre les mains, comme tous les matins. Il ne leva pas les yeux quand Grace entra dans la pièce. « Papa » dit-elle d'une voix qui essayait d'être calme, « est-ce que tu as vu ma lettre d'admission ?» Thomas Johnson tourna une page de son journal. « Quelle lettre ?»« Celle de l'université de Lagos, mon admission. Je l'avais sur ma table de nuit hier soir. » Il posa lentement le journal sur ses genoux et la regarda. Son visage était une surface lisse, sans émotion, sans culpabilité, sans rien. « Tu n'as pas été admise, dit-il simplement. Arrête de te raconter des histoires. » Grace le fixa. Elle sentit quelque chose de chaud et de lourd se former dans sa poitrine, une chose entre la colère et la peur et le chagrin qu'elle ne savait pas encore comment appeler. « Ce n'est pas vrai, j'ai vu la lettre, maman aussi l'a vue hier. » Elizabeth Johnson était dans l'encadrement de la porte, silencieuse. Grace se retourna vers elle. « Maman, dis-lui, tu as lu la lettre toi-même hier. » Sa mère regarda le sol. Ce silence fut pire que tout ce que son père aurait pu dire. « Tu mens », dit Grace à son père, et elle entendit sa propre voix trembler légèrement. Thomas Johnson ne se défendit pas. Il ne leva pas la voix, il ne bougea pas d'1 centimètre. Il reprit son journal et dit sans même regarder sa fille « Vis ta vie ». Grace resta plantée là pendant quelques secondes qui lui parurent interminables. Elle attendait qu'il craque, qu'il sourit, qu'il lui dise que c'était une blague. Elle attendait que sa mère lève la tête et confirme la vérité. Elle attendait quelque chose. Personne ne dit rien. Elle quitta le salon, rentra dans sa chambre, ferma la porte doucement et s'assit sur son lit. Elle regarda ses mains pendant un long moment, puis elle se leva, prit une feuille et un stylo et écrivit en haut de la page « Nouveau dossier de candidature, Université de Lagos ». Elle ne pleura pas encore. Elle mit 2 semaines à rassembler les papiers nécessaires, 2 semaines à refaire les photocopies, à remplir les formulaires, à demander les attestations à son ancienne école. Ce n'était pas simple. Il fallait traverser la ville plusieurs fois, faire la queue dans des bureaux étouffants, expliquer poliment qu'on avait perdu les documents originaux sans vraiment expliquer pourquoi. Elle le fit seule, sans demander d'aide à son père, sans lui dire ce qu'elle faisait. Elle passa le 2e concours d'entrée 3 semaines plus tard dans une salle qui sentait la vieille peinture et la craie. Elle était la plus concentrée de la salle, les yeux bas sur sa copie, le stylo qui ne s'arrêtait presque jamais. Déborah était assise 2 rangs derrière elle. Elle s'était regardée en entrant et Déborah lui avait fait un signe discret du menton, un signe qui voulait dire « on va y arriver ». Quand les résultats tombèrent, Grace avait été admise une 2e fois. Cette fois, elle ne célébra pas à voix haute. Elle apprit la nouvelle seule dans un bureau de cybercafé du quartier, assise devant un écran poussiéreux. Elle lut son nom sur la liste, elle ferma les yeux 1 seconde, elle inspira, elle souffla, et au lieu de courir chez elle, elle resta assise un moment à réfléchir. Si la lettre arrive à la maison, il recommencera. Elle le savait. Elle ne savait pas encore comment elle le savait, mais elle le savait. Quelque chose dans la façon dont son père l'avait regardée ce matin-là, dans le salon. Quelque chose dans ses yeux trop calmes, trop tranquilles. Un homme qui n'a rien fait ne vous regarde pas comme ça. Cette fois, elle se prépara différemment. Elle appela Déborah. « Tu la gardes pour moi », lui dit-elle simplement quand la lettre arriva. « Je ne veux pas qu'elle reste dans cette maison. » Déborah prit l'enveloppe sans poser de questions. Elle la glissa dans son sac avec la précision de quelqu'un qui comprend que certaines choses sont sérieuses. Les jours passèrent. Grace continuait à se lever le matin, à préparer à manger, à faire le ménage, à aider Joy avec ses devoirs. Elle jouait son rôle dans la maison avec une patience qui lui coûtait beaucoup. Et elle attendait. Elle attendait le moment où elle pourrait partir, la tête haute, avec sa lettre dans la main.
Une semaine s'écoula. Puis une deuxième. La lettre était en sécurité chez Déborah. Grace dormait mieux. Elle commençait à croire que peut-être, cette fois, ça allait marcher. C'est alors que Déborah arriva chez elle un matin, essoufflée et pâle. « Grace, ton père est venu chez nous hier soir. » Grace s'arrêta net. « Quoi ? » « Il est venu parler à ma mère. Il lui a dit que tu avais des problèmes psychologiques, que tu t'inventais des admissions, que tu lui avais volé de l'argent et que si on t'aidait à partir, ce serait de notre faute. » Grace sentit le sol se dérober sous elle. « Et ta mère, elle lui a donné la lettre ?» Déborah baissa les yeux. Tout devint silencieux. Grace hocha la tête, une fois, lentement, comme quelqu'un qui encaisse un coup et décide de ne pas tomber. « D'accord, » dit-elle. C'était tout. Pas de cris, pas de larmes, juste ces deux petits mots qui contenaient tout le reste. « D'accord. » La troisième fois, Grace ne fit confiance à personne dans la maison. Pas à sa mère, pas à son frère, pas à Déborah cette fois non plus. Pas parce qu'elle lui en voulait, elle comprenait. Le père de Grace avait su exactement quoi dire pour obtenir ce qu'il voulait. Il connaissait les failles des gens. Il savait comment faire plier ceux qui ne pouvaient pas résister à l'autorité d'un père de famille. Cette fois, Grace réfléchit différemment. Elle remplit le dossier la nuit, à la lumière de sa petite lampe de poche, quand tout le monde dormait. Elle écrivit à la main, doucement, sans faire de bruit. Elle cacheta elle-même l'enveloppe, mit les timbres et se leva avant l'aube pour la déposer dans la boîte aux lettres de la poste, à 2 rues de chez elle. Puis, elle attendit. Elle attendit en faisant semblant de ne pas attendre. Elle continuait à se lever à 6 heures, à préparer le café de son père, à laver les assiettes, à repasser les chemises d'Emmanuel. Elle continuait à aider Joy avec ses leçons de géographie, à dessiner des continents sur des feuilles pliées en 4. Mais au fond d'elle, elle comptait les jours. Quand la réponse arriva, elle ne vint pas par courrier. Grace avait donné comme adresse de contact le numéro de téléphone de sa professeure préférée du lycée, Madame Choukou, qui habitait dans un autre quartier. C'était une femme sérieuse et discrète, qui avait toujours eu de l'affection pour Grace. Elle avait accepté de servir d'intermédiaire sans trop poser de questions, avec cette intelligence pratique des femmes qui ont compris depuis longtemps comment les choses fonctionnent. Madame Choukou lui envoya un message un lundi matin. « Viens me voir cet après-midi, j'ai quelque chose pour toi. » Grace trouva un prétexte pour sortir. Elle dit à sa mère qu'elle allait au marché acheter du sel et de la farine. Sa mère la regarda partir sans rien dire, mais avec ce regard-là, ce regard d'une femme qui sait ce que l'autre femme est en train de faire et qui ne peut pas dire un mot pour l'aider. Chez Madame Choukou, dans le petit salon qui sentait la cannelle et le bois poli, Grace ouvrit la 3e enveloppe. Elle avait été admise. Encore. Madame Choukou était assise en face d'elle, les mains jointes sur les genoux. Elle ne sourit pas. Elle dit « Qu'est-ce que tu vas faire de ça ?»« Je vais partir, » dit Grace. « Ton père le sait ?»« Non. »« Il faut que tu sois prudente, » dit Madame Choukou, très prudente. Grace hocha la tête et prit la lettre. Elle la plia soigneusement en 4 et la glissa tout au fond de sa culotte, contre sa peau. Personne ne chercherait là. Elle rentra à la maison avec le sel et la farine. Pendant 3 jours, elle portait la lettre sur elle en permanence. Elle dormait avec, elle se lavait avec précaution pour ne pas l'abîmer, elle la vérifiait sous la lampe chaque soir pour s'assurer que la sueur ne l'avait pas effacée. Mais son père était plus patient qu'elle ne l'imaginait. Le 4e soir, il la convoqua dans le salon. Grace y alla les mains dans le dos droit, le visage neutre. Elle savait que son visage était son premier ennemi dans ces moments-là. Si elle montrait la peur, il gagnerait avant même que les mots sortent. Thomas Johnson était assis dans son fauteuil habituel. Il ne dit pas « bonjour ». Il la regarda longuement, de cette façon qu'il avait de vous examiner sans vous voir vraiment. « On m'a dit que tu te promenais en ville », dit-il. « Je suis allé au marché. Je ne t'ai pas donné la permission d'aller voir des gens. » Grace ne répondit rien. « Si tu caches des choses dans ma maison, je les trouverai. Et si tu as honte de me les montrer, c'est parce que tu sais que ce n'est pas bien. » Grace garda les yeux dans les siens. « Je n'ai rien à cacher, » dit-elle. Ce fut un mensonge dit avec le calme du monde, et ce fut peut-être la première fois de sa vie que Grace Johnson mentit sans trembler. Son père la congédia d'un geste de la main. Elle sortit du salon,
rentra dans sa chambre et s'appuya un instant contre la porte, le cœur battant vite. Il se doutait de quelque chose. Il ne savait pas exactement quoi, mais il se doutait. Le lendemain matin, l'oncle Peter arriva. Peter Johnson était le cadet de son père. Il était plus petit que lui, plus bruyant, plus chaleureux. Il travaillait dans un bureau de transport à Ikeja et venait rendre visite à la famille une fois par mois. Entre lui et Thomas, il y avait un respect mutuel teinté d'une vieille rivalité fraternelle que personne ne mentionnait jamais directement. Ce matin-là, il était venu parce que la mère de Grace lui avait téléphoné. Discrètement, la nuit, quand son mari dormait, Elizabeth Johnson avait raconté à son beau-frère ce qui se passait. Elle ne lui avait pas tout dit, juste assez pour qu'il comprenne. Peter entra dans la maison et salua tout le monde normalement. Il but un café, il parla de la circulation, du prix de l'essence, du match de la semaine dernière. Puis, quand Emmanuel fut sorti et que Joy fut dans sa chambre, il se tourna vers son frère. « Thomas, il faut qu'on parle de Grace. » Thomas Johnson se figea légèrement. « De quoi ?»« Tu sais de quoi ?» Peter croisa les bras. « Pourquoi tu la bloques ? Elle est admise à l'université, c'est une chance. »« Ce sont mes affaires, » dit Thomas. « Elle est ta fille, pas ta propriété. » Peter éleva légèrement la voix. « Tu ne peux pas décider de gâcher sa vie parce que tu as des idées du siècle dernier. » Thomas Johnson se leva lentement de son fauteuil. Quand il était debout, il dominait Peter d'une bonne tête. Son visage était devenu dur, fermé, dangereux. « Sors de ma maison, » dit-il. « Thomas, sors. » Peter le regarda une longue seconde, puis il se tourna vers Grace, qui était dans l'encadrement de la cuisine. « Ne t'arrête pas, » lui dit Peter doucement. « Peu importe ce qu'il fait. » Thomas Johnson fit un pas vers lui. Peter ramassa son chapeau et sortit. La porte se referma. Dans le silence qui suivit, la maison sembla rétrécir d'un coup. L'air devint plus épais. Thomas Johnson se rassit dans son fauteuil sans regarder personne. Grace retourna dans la cuisine. Elle sortit la lettre de sous ses vêtements et la regarda une dernière fois. Puis elle prit la décision la plus difficile de sa vie jusqu'à présent. Elle ne partirait pas comme une fugitive, elle ne laisserait pas sa mère seule avec cet homme ce soir, pas maintenant. Mais elle ne détruirait pas la lettre non plus. Elle la plia, glissa dans une enveloppe de papier brun et écrivit l'adresse de Madame Tchoukou au stylo noir. Le lendemain matin, avant que la maison se réveille, elle irait la poster. Pour l'instant, elle attendrait. Pour l'instant, elle ferait semblant. Pour l'instant, elle survivrait. Après le départ de l'oncle Peter, la maison changea. Pas de façon visible, pas de façon qu'on pourrait montrer à quelqu'un de l'extérieur. Mais Grace le sentait dans chaque pièce. Dans la façon dont son père l'observait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Dans les nouvelles règles qui apparurent sans être annoncées, comme des meubles qu'on déplace la nuit et qu'on retrouve à une autre place le matin. Tu n'as plus à sortir seule. Si tu as besoin d'aller quelque part, tu me dis où et avec qui. Elle ne pouvait plus aller au cybercafé. Elle ne pouvait plus passer chez Déborah sans prévenir. Elle ne pouvait plus traîner dans la rue après 16 heures. En même temps, les tâches ménagères doublèrent. Avant, Grace s'occupait du ménage 2 fois par semaine et aidait sa mère à cuisiner le week-end. Maintenant, chaque matin commençait par une liste écrite à la main que son père laissait sur la table de la cuisine. Laver les vêtements, repasser, balayer la cour, nettoyer les fenêtres, frotter les dalles. C'était calculé. Elle le comprenait maintenant. Il ne la punissait pas avec des coups, il la punissait avec l'épuisement. Il voulait qu'elle soit trop fatiguée pour rêver. Un soir, après avoir lavé à la main 3 paniers de vêtements sous le soleil de l'après-midi, après avoir repassé pendant 2 heures dans la chaleur de la cuisine, après avoir cuisiné le dîner et fait la vaisselle, Grace s'assit sur la véranda et se rendit compte qu'elle ne pouvait pas pleurer. Elle était trop épuisée, même pour ça. Elle leva les yeux vers le ciel. Il était orange et violet, comme une blessure qui cicatrise. « Pourquoi tu ne me laisses pas vivre ?» dit-elle tout bas. Elle ne savait pas si elle parlait à son père, à la vie, à Dieu, peut-être aux 3 à la fois. Son père l'entendit. Il était juste derrière elle, debout dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Elle ne l'avait pas entendu venir. Il se tenait là depuis un moment, probablement, à écouter. « Une femme n'a pas besoin d'école pour réussir, » dit-il. Grace ne se retourna pas. Elle continua à regarder le ciel. « C'est ce que vous croyez, » dit-elle. « Ce n'est pas ma vie. » Il y eut un silence.
un silence tendu comme un fil de fer. Tant que tu vis sous mon toit, c'est ma vie aussi. Grace ferma les yeux une seconde. Elle pensa à l'oncle Peter, à ce qu'il avait dit en partant. Ne t'arrête pas, peu importe ce qu'il fait. Puis elle se leva et rentra dans la maison sans répondre. Cette nuit-là, sa mère vint dans sa chambre. Elizabeth Johnson entra doucement, ferma la porte derrière elle et s'assit au bord du lit. Elle ne dit rien pendant un moment. Elle regardait ses propres mains dans la pénombre. Puis, elle inspira profondément, comme quelqu'un qui se prépare à plonger sous l'eau. « Grace, je dois te dire quelque chose. » Grace attendit. La première lettre, la deuxième, toutes les lettres. C'est lui qui les a prises, chaque fois. Il attendait que tu dormes. Grace ne bougea pas. Il les a brûlées. Le mot brûlé tomba dans le silence comme une pierre dans l'eau. Les cercles s'élargissaient en silence. Grace regarda sa mère. « Et tu le savais ?» Elizabeth Johnson ferma les yeux. « J'ai vu la fumée une fois la nuit. Je me suis levée pour boire de l'eau et j'ai vu la fumée qui montait du fond de la cour. »« Pourquoi tu n'as rien dit ?» Un lent silence. « Parce que j'avais peur. » Grace ne répondit pas. Elle ne dit pas à sa mère qu'elle la comprenait. Elle ne dit pas qu'elle lui en voulait. Elle ne dit rien. Elle resta immobile, les mains sur les genoux, les yeux dans le vide. Sa mère sortit de la chambre sans bruit. Grace resta assise dans le noir pendant longtemps, puis avec des gestes lents et précis, elle sortit son sac de sous le lit et commença à le remplir. Quelques vêtements, sa brosse à dents, ses cahiers de préparation au concours, la photo de classe de sa dernière année de lycée. Elle n'avait pas de plan précis. Elle savait juste qu'elle ne pouvait pas rester une nuit de plus. Elle se leva, prit le sac, avança vers la porte de sa chambre. Et c'est là qu'elle l'entendit. Un son qui ne ressemblait à rien d'autre qu'à ce qu'il était. Une gifle. Un cri étouffé. Grace posa son sac et courut vers la chambre de ses parents. La porte était ouverte prise. Elle la poussa. Son père était debout au milieu de la pièce. Sa mère était contre le mur, une main sur la joue, les yeux brillants. Grace s'arrêta. Tout s'arrêta. Les 3 personnes dans la pièce regardaient les 2 autres sans bouger. 3 statues dans une maison trop petite pour contenir tout ce qu'elle contenait. Ce fut Grace qui parla la première. Elle parla calmement, d'une voix qu'elle ne reconnut pas tout de suite comme la sienne, car elle était trop stable, trop froide, trop adulte pour quelqu'un de son âge. « Je vais rester, mais je ne vais pas m'arrêter de me battre pour ma vie. » Son père la regarda. Elle lui rendit le regard. Puis elle posa doucement son sac dans le couloir, retourna dans sa chambre et s'allongea sur son lit les yeux ouverts jusqu'à l'aube. La décision vint un moment ordinaire. Grace était debout depuis 5 heures, comme d'habitude. Elle avait balayé la cour, préparé le café, fait chauffer le riz de la veille pour le petit déjeuner. Ses bras se mouvaient mécaniquement, ses pieds connaissaient le chemin par cœur. Mais à l'intérieur, quelque chose avait changé pendant la nuit. Elle avait réfléchi dans le noir pendant des heures. Elle avait retourné le problème de tous les sens, cherché des sorties, des solutions, des angles différents. Et au bout de toute cette réflexion, une idée simple et têtue s'était imposée. Si tu ne peux pas entrer par la porte, tu te tiens aussi près que possible. Elle ne pouvait pas être étudiante à l'université de Lagos, pas maintenant, dans cette maison avec cet homme qui la surveillait. Mais l'université était là, à 2 kilomètres de chez elle. Et devant les grilles de l'université, la vie continuait. Elle commença à préparer son plateau le soir même. Elle utilisa les quelques naïras qu'elle avait mis de côté pendant des mois, à raison de quelques pièces chaque semaine, cachées dans une vieille boîte de biscuits au fond de son armoire. Elle acheta 2 casiers d'eau en sachet, un carton de biscuits sucrés et une liasse de recharge téléphonique. Elle emballa le tout soigneusement, attacha un tissu propre autour du plateau et alla se coucher avec l'impression de quelqu'un qui a enfin trouvé quoi faire. Le lendemain matin, elle dit à sa mère qu'elle allait vendre. Sa mère la regarda longtemps. Ses yeux posaient une question qu'elle ne formulait pas à voix haute. Grace lui répondit sans qu'elle la pose. « Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. » Elizabeth Johnson hocha la tête et retourna dans la cuisine. Son père n'était pas là, il était parti travailler. Elle ne lui dit rien. Elle sortit dans la rue avec son plateau sur la tête et marcha les 2 kilomètres jusqu'à l'université. Elle connaissait le chemin. Elle l'avait fait en rêve des dizaines de fois. Elle connaissait la grande grille de fer, les murs peints en blanc, les gardes en uniforme qui vérifiaient les cartes étudiantes,
Elle connaissait la chaleur du macadam devant l'entrée, l'ombre maigre des quelques arbres sur le côté. Elle prit position juste à côté de la grille, là où d'autres vendeurs s'installaient déjà. Une femme vendait des mangues épluchées, un homme vendait des journaux, un garçon de 15 ans courait avec des bouteilles de soda dans les bras. Grace posa son plateau, ajusta le tissu et commença. « Pure water, cold water, biscuits !» Sa voix était hésitante au début, trop douce, perdue dans le bruit de la rue. Les étudiants passaient sans la regarder. Certains la frôlaient de leur sac à dos, d'autres regardaient leur téléphone. Elle était invisible. La première matinée, elle vendit 3 sachets d'eau et 2 biscuits. Elle rentra chez elle avec moins d'argent qu'elle n'en avait dépensé. La deuxième journée fut un peu mieux. Elle avait appris à porter le plateau différemment, à se placer dans le courant de circulation, à appeler plus fort sans paraître désespérée. Elle vendit davantage. Pas beaucoup, mais davantage. À la fin de la première semaine, elle avait trouvé son rythme. Elle apprit à reconnaître les heures de pointe, le matin entre 8h et 9h, quand les étudiants arrivaient en masse, midi, quand ils sortaient des cours affamés et assoiffés, en fin d'après-midi, avant la fermeture des grilles. Entre ces heures, il y avait des accalmies, et pendant ces accalmies, Grace écoutait. Elle se rapprochait discrètement des fenêtres ouvertes. Chaque bâtiment de la faculté de droit avait des fenêtres qui donnaient sur le côté, à environ 2 mètres du sol. Quand les cours étaient en cours, les voix des professeurs s'échappaient par ces fenêtres et tombaient dans la rue comme des cadeaux. Elle resta sous une fenêtre pour la première fois un mardi, presque par accident. Elle arrangeait ses biscuits quand elle entendit une voix masculine, claire et précise, qui parlait de contrat. L'offre, l'acceptation et la contrepartie forment un contrat valide. Elle leva la tête. La voix continua. Elle se tint immobile, son plateau dans les mains, et écouta. Elle ne comprit pas tout. Certains termes étaient nouveaux, certaines formulations la dépassaient. Mais les mots restèrent en elle comme des graines. Elle revint le lendemain sous la même fenêtre, et le jour d'après. Elle ne savait pas encore que cette habitude allait durer 7 ans. Elle ne voyait pas aussi loin. Elle voyait juste la journée du lendemain, et après ça, la journée d'après encore. C'était suffisant pour continuer. Ce fut la 2e semaine qu'elle rencontra Daniel. Il arriva par un après-midi chaud, la veste sur l'épaule, le sac à dos à moitié ouvert. Il avait l'air d'un étudiant ordinaire, grand, avec une façon de marcher un peu trop détendue pour quelqu'un qui était en retard. « Donne-moi 2 sachets d'eau », dit-il. Grace les sortit de la glacière de fortune qu'elle gardait dans une caisse en polystyrène, elle les tendit et il paya sans regarder la monnaie. Puis il s'arrêta. « Tu viens ici tous les jours ?» Grace le regarda, étonnée de la question. « Oui. » « Tu n'es pas étudiante. » Ce n'était pas une question. Il la regardait avec une curiosité directe, sans malice. « Non, » dit-elle simplement. « Mais tu parles comme une ?» Grace ne répondit pas à ça. Elle réajusta son plateau et se prépara à appeler d'autres clients. Daniel ne s'en alla pas tout de suite. Il resta là quelques secondes encore, comme s'il cherchait quoi dire. Puis il dit « Je m'appelle Daniel. »« Grace Johnson, » dit-elle sans lever les yeux. Il repartit. Il revint le lendemain. Et le surlendemain. Parfois, il achetait des choses dont il n'avait pas besoin, elle le voyait bien. Il achetait un 3e sachet d'eau alors qu'il en avait encore 2 dans la main. Il achetait des biscuits sucrés alors qu'il avait l'air du genre à trouver ça trop sucré. Il posait des questions simples, sur sa journée, sur le quartier, sur la chaleur. Il ne posait jamais de questions indiscrètes. Un jour, il lui demanda ce dont elle rêvait. Grace s'arrêta. Elle le regarda. « Devenir avocate, dit-elle. » Il leva les sourcils. « C'est sérieux ?» ?»« Oui. » Il la regarda un moment, avec ce regard des gens qui ont l'habitude de mesurer rapidement les autres et qui parfois trouvent plus que ce qu'ils cherchaient. « Je crois en toi, » dit-il enfin. C'était une phrase simple, 3 mots. Mais dans la vie de Grace, qui n'avait pas entendu ces 3 mots de son père depuis si longtemps qu'elle avait oublié à quoi ça ressemblait, ces 3 mots pesaient le poids du monde. Elle hocha la tête. « Merci. » Et elle continua à vendre son eau, ses biscuits et ses recharges. Sous le soleil, sous la pluie parfois, avec son plateau sur la tête et ses rêves dans la tête aussi. La routine s'installa progressivement, comme une 2e peau. Grace se levait à 5h30, faisait les tâches de la maison en silence, puis partait pour l'université avec son plateau avant que son père se réveille. Elle rentrait en fin d'après-midi, préparait le dîner, et après que tout le monde s'endormait, elle s'installait à la lumière de sa lampe et lisait. Les cahiers qu'elle trouvait étaient sa bibliothèque. Elle les ramassait partout.
sous les bancs de l'arrêt de bus, derrière les poubelles à la sortie des cours, dans les bacs à ordures du couloir latéral de la faculté. Les étudiants jetaient beaucoup. Un dossier incomplet par-ci, un polycopier froissé par-là, un cahier dont les 30 premières pages avaient été arrachées. Pour eux, c'était du déchet. Pour Grace, c'était de l'or. Elle les emportait chez elle enveloppées dans un tissu pour ne pas les abîmer. Elle les nettoyait, les séchait si besoin, les disposait sur son lit dans un ordre qu'elle seule comprenait. Et la nuit, elle lisait tout ce qu'elle pouvait lire. Elle avait un cahier personnel où elle recopiait ce qu'elle apprenait. Pas les mots difficiles qu'elle ne comprenait pas encore, juste les idées, les principes, les raisonnements. Un contrat a besoin de 4 choses: une offre, une acceptation, une contrepartie et l'intention de créer des obligations légales. La responsabilité délictuelle existe quand quelqu'un cause un dommage par sa faute ou sa négligence. La preuve appartient à celui qui affirme. Elle écrivait ces phrases et les lisait à voix basse, les lèvres qui bougeaient à peine, comme une prière. Un après-midi, vers 3 heures, Vanessa Cole arriva. Grace la vit sortir d'une voiture noire dont le chauffeur portait des gants. La porte s'ouvrit et Vanessa sortit avec des lunettes de soleil et une façon de regarder autour d'elle qui signifiait qu'elle savait qu'on la regardait et qu'elle aimait ça. Elle s'avança directement vers Grace. « Tu as de la monnaie pour ça ?» dit-elle en tendant un billet froissé. Grace le prit, compta rapidement et lui rendit la monnaie. Vanessa prit l'argent, mais ne bougea pas. Ses yeux glissèrent sur le plateau, sur les sachets d'eau, sur les biscuits. Puis elle inclina légèrement la tête. « Alors, c'est ça, ce que tu fais maintenant ?» Grace ne répondit pas. Elle réarrangea les biscuits sur le plateau, comme si elle n'avait pas entendu. Les amis de Vanessa s'étaient regroupés derrière elle. Elle regardait Grace avec des sourires en coin. « C'est pas celle qui voulait être avocate ?» dit une des filles. « La même », répondit Vanessa. Elle regarda Grace avec un sourire poli et dangereux. « La vendeuse d'eau qui veut plaider au tribunal. C'est cute. » Les filles rirent. Grace ne sourcilla pas. Elle tint son plateau droit. Elle continua à regarder devant elle d'un air neutre, comme si la scène se passait à plusieurs mètres d'elle. « Ta monnaie est complète », dit-elle à Vanessa d'une voix calme. Vanessa la regarda encore une seconde, puis elle tourna les talons avec ses amis et leurs rires s'éloignèrent dans la chaleur de l'après-midi. Grace resta immobile un moment. Elle ne bougea pas tout de suite. Elle laissa les rires se dissoudre dans le bruit de la rue. Elle attendit que la voiture noire disparaisse au coin. Puis elle inspira profondément, ajusta son plateau et reprit son appel. « Pure water, cold water !» Sa voix était la même qu'avant, stable, claire. En fin d'après-midi, elle se repositionna près de la vitre de la salle C de la faculté de droit. Le cours de droit des contrats avait commencé depuis une vingtaine de minutes. La voix du professeur était posée, méthodique, un peu ennuyeuse pour ceux qui ne voulaient pas vraiment écouter. Grace, elle, écoutait avec tout son corps. Quand le cours se termina, les étudiants sortirent en masse, parlant fort, riant. Certains passèrent devant Grace sans la voir, d'autres achetaient de l'eau distraitement. Grace restait souvent après que la foule s'était dispersée. Elle ramassait ce qu'on laissait tomber. Ce soir-là, elle trouva derrière le grand arbre de l'entrée un manuel de droit civil dont il manquait les 20 dernières pages. La couverture était tachée, le dos était cassé, mais les pages intérieures étaient lisibles. Elle les enveloppa dans son tissu et le porta chez elle sous le bras, contre son corps, comme une chose précieuse. Ce soir-là, en rentrant, elle croisa le docteur Michael Adams pour la première fois. Il sortait du bâtiment principal, une mallette dans une main, les lunettes remontées sur le front. Il la vit debout près de la grille, son plateau vide maintenant, le livre sous le bras. Il s'arrêta. « Vous êtes là depuis des jours, » dit-il. Grace se figea légèrement. Elle ne l'avait pas vu s'approcher. « Je vends, monsieur. » Il la regarda de cette façon des professeurs qui ont passé leur vie à évaluer des gens, à chercher ce qui se cache derrière les mots. « Qu'est-ce que vous avez sous le bras ?»« Un livre. »« Quel livre ?» Grace hésita une seconde, puis lui montra la couverture. Le docteur Adams regarda le titre, puis il regarda Grace, puis il dit simplement « Bonne soirée » et il répartit. Grace le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le parking. Elle n'avait pas l'habitude que les professeurs lui parlent, même pas pour la chasser. Cela l'étonna plus qu'autre chose. Ce soir-là, elle s'assit sur son lit avec son livre trouvé et ses cahiers éparpillés autour d'elle. La lampe projetait une petite lumière chaude sur les pages. Dehors, le quartier s'endormait progressivement. Les voix des voisins s'éteignaient une par une.
Le chien du bout de la rue arrêta d'aboyer. Grace continua à lire. « Si je ne peux pas entrer, je vais quand même apprendre, » murmura-t-elle à personne. Elle lut jusqu'à ce que ses yeux refusent de rester ouverts. Puis, elle posa le livre, éteignit la lampe et s'allongea dans l'obscurité. Elle avait vendu de l'eau toute la journée. Et elle avait appris le droit. Ce n'était pas l'université, mais c'était quelque chose. 7 ans. 7 ans passèrent de cette façon. Debout à 5h30, le plateau sur la tête à 7h, la grille de l'université à 8h, les cours écoutés par les fenêtres, les cahiers ramassés, les nuits de lecture et recommencer. 7 ans à porter de l'eau sur la tête sous les soleils de Lagos. 7 ans à apprendre le droit par les fenêtres. 7 ans à attendre quelque chose qui ne venait pas encore. Le temps ne passait pas de façon uniforme. Il y avait des jours qui semblaient s'étirer indéfiniment, comme si les heures refusaient de finir. Et il y avait des semaines entières qui disparaissaient dans la routine sans laisser de traces. Grace avait arrêté de compter les jours depuis longtemps. Elle comptait par saison, par année, et chaque nouvelle saison des pluies lui rappelait qu'une autre année venait de passer. Déborah fut la première à partir vraiment. Elles avaient continué à se parler un moment après la 2e lettre perdue. Des messages courts, des appels du dimanche. Déborah s'était installée dans une résidence universitaire à Lagos. Elle décrivait les cours, les professeurs, les sorties du week-end. Grace écoutait et répondait que tout allait bien, même quand ce n'était pas tout à fait vrai. « C'est bien, je suis contente pour toi. » Après, silence. Ce n'était pas une rupture dramatique, pas de dispute, pas de grande déclaration, juste cette chose banale et triste qui arrive entre deux personnes dont les vies prennent des chemins différents. Les appels s'espacèrent, les messages devinrent plus courts, puis s'arrêtèrent. Un soir, Déborah lui téléphona pour lui annoncer sa remise de diplôme. Sa voix était heureuse et un peu hésitante, comme si elle savait ce que ça représentait de dire ça à Grace et qu'elle cherchait les bons mots. « Je suis diplômée la semaine prochaine, » dit-elle. « C'est bien, » dit Grace. « Je suis contente pour toi. » Il y eut une pause. « Tu vas bien, Grace ? » « Oui, je vais bien. » Un autre silence. « Tu me manques, tu sais. »« Toi aussi, » dit Grace doucement. Après ça, il n'y eut plus beaucoup de nouvelles. Le numéro de Déborah continuait de s'afficher dans le répertoire de Grace, mais le téléphone ne sonnait plus. Grace gardait ce silence avec une dignité tranquille. Elle n'appelait pas, elle ne demandait rien. Elle avait appris depuis longtemps à tenir seule ce qu'elle devait tenir. Daniel resta plus longtemps. Pendant plusieurs années, il continuait à passer à la grille. Il achetait quelque chose, posait des questions, parlait. Au fil du temps, leur conversation était devenue plus longue, plus profonde. Il lui apportait parfois des livres, des polycopiés de cours, des résumés que ses camarades avaient rédigés. Il était le seul étudiant qui faisait ça. Les autres ne voyaient pas Grace. Lui, il la voyait. Un après-midi de sa dernière année, il arriva avec une petite boîte en carton. « Ce sont mes cours de droit, » dit-il simplement. « Je n'en ai plus besoin. » Grace ouvrit la boîte, elle était pleine de manuels, de classeurs, de cahiers couverts d'une écriture serrée. Elle reconnut certains titres, elle en avait étudié des extraits depuis des fenêtres, reconstitué des parties depuis des feuilles trouvées. Là, ils étaient entiers, complets, propres. Ses yeux s'embuèrent légèrement, elle les essuya vite. « Merci. » Daniel la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de l'admiration et à de la tristesse en même temps. « Ne t'arrête jamais, » dit-il. « Je ne m'arrêterai pas. » Il tendit la main, elle la serra. Ce fut la dernière fois qu'elle l'a vu. Il avait quitté Lagos quelques jours après sa remise de diplôme pour un poste dans une entreprise à Abuja. Il n'y eut pas de message d'adieu, juste cette poignée de main et ces mots. C'était suffisant. Certaines personnes vous laissent juste assez pour continuer. Daniel était l'une d'elles. Après son départ, Grace se retrouva vraiment seule. Les années suivantes furent les plus difficiles. Elle continuait à vendre, à écouter, à ramasser, à lire, mais le poids des années s'accumulait.
Son corps la portait bien, elle était encore jeune, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Une profondeur qu'on acquiert quand on a attendu longtemps quelque chose qui ne vient pas encore. Elle commença à s'interroger. Pas sur son rêve, le rêve était toujours là, aussi solide qu'au premier jour, mais sur le temps, sur ce qu'elle était en train de faire de sa vie. Elle regardait les étudiantes de son âge sortir de la faculté avec leurs sacs et leurs téléphones et leurs conversations joyeuses. Elles avaient 3 ou 4 ans de moins qu'elles n'en auraient dû avoir, et lui en paraissait 10 de plus. Une nuit, elle s'agenouilla au bord de son lit. Elle posa ses mains à plat sur le sol, la tête baissée, et parla à voix basse dans l'obscurité. « Dieu, est-ce que tu m'as oublié ?» Elle attendit une réponse qui ne vint pas dans l'immédiat. « Je fais tout ce que je peux. J'apprends, j'attends, j'espère. Mais les années passent et je suis toujours dehors, devant la grille, avec mon plateau. Est-ce que tu as un plan pour moi ?» Elle s'allongea sur le sol un moment, les joues contre le carrelage froid. Puis elle se releva, s'essuya les yeux et alla se coucher. Le lendemain matin, elle se leva à 5h30, fit les tâches de la maison, prit son plateau et repartit pour l'université. Parce que c'est tout ce qu'elle savait faire, parce que c'est tout ce qu'elle pouvait faire, et parce que quelque part, dans un endroit qu'elle ne pouvait pas voir encore, quelque chose se préparait pour elle. Ce matin-là ressemblait à tous les autres. Il faisait chaud, comme toujours à cette heure-là. Le soleil n'était pas encore à son point le plus dur, mais il promettait déjà. L'air sentait la poussière, l'huile de moteur et cette odeur particulière de la gausse le matin. Les beignets qui frient quelque part, le klaxon d'un bus, la voix d'une femme qui appelle un enfant. Grace était à son poste depuis 7 heures. Son plateau était bien rempli. Elle connaissait maintenant chaque pierre du trottoir devant cette grille. Elle connaissait les habitudes de chaque gardien, les heures de chaque cours, les visages des professeurs qui arrivaient tôt et ceux qui arrivaient en retard. Elle était là depuis si longtemps qu'elle était presque devenue une partie du décor. Ce matin-là, il y avait un groupe d'étudiants en 2e année, juste à côté de la grille. Elle les entendait discuter. Ils préparaient visiblement un devoir, une plaidoirie simulée, et quelque chose dans leur échange n'allait pas. Elle entendit l'erreur. Elle la reconnut immédiatement. Ils confondaient 2 principes du droit des contrats que les étudiants mélangeaient souvent. L'un d'eux soutenait avec confiance une position qui était fausse. Grace tint son plateau des 2 mains et les laissa parler. Puis, sans réfléchir, presque malgré elle, sa voix sortit. « Ce n'est pas ça. » Les 3 étudiants se retournèrent en même temps. Ils la regardèrent avec la surprise de quelqu'un qui n'attendait pas qu'un meuble prenne la parole. « Vous mélangez les principes, » dit-elle calmement. « Ce cas ne s'applique pas à votre situation. Vous parlez d'une violation de contrat, pas de la formation du contrat. Ce sont 2 questions différentes. » L'un d'eux fronça les sourcils. « Et tu sais ça, toi, comment ?» Grace ne répondit pas à ça. Elle dit « La règle que vous citez s'applique quand on discute de ce qui constitue un accord valide. Mais votre problème, c'est ce qui se passe après que l'accord est formé. Ce n'est pas le même chapitre. » Les étudiants se regardèrent entre eux. L'un d'eux ouvrit son manuel et chercha la page. Une voix derrière eux dit « Elle a raison ». Ils se retournèrent. Un homme s'était approché sans qu'ils s'en aperçoivent. Il était de taille moyenne, habillé simplement, avec des cheveux qui commençaient à griser sur les tempes. Il avait l'air de quelqu'un qui a l'habitude d'écouter plus qu'il ne parle. Il s'avança vers Grace. « Explique encore », dit-il. Grace hésita une seconde. Cet homme avait quelque chose dans le regard qu'elle ne savait pas encore définir. Pas l'autorité d'un professeur, pas la curiosité d'un étudiant, autre chose. Elle expliqua de nouveau, lentement, clairement, en utilisant des exemples simples pour illustrer les distinctions qu'elle faisait. L'homme écouta sans l'interrompre une seule fois. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment, puis il demanda « Ton nom ?»« Grace Johnson. »« Je m'appelle Samuel Clark. » Il dit ça comme s'il attendait une réaction. Grace ne réagit pas, le nom ne lui disait rien. Les jours suivants, Samuel Clark revint. Chaque jour, à des heures différentes, il s'arrêtait près de la grille. Il posait une question à Grace, pas des questions banales, des questions précises, des cas concrets, des situations légales complexes. Il testait sa logique, ses connaissances, ses réflexes. Grace répondait, parfois avec assurance, parfois avec une hésitation honnête, suivie d'une explication méthodique.
Elle ne prétendait pas jamais savoir ce qu'elle ne savait pas, mais ce qu'elle savait, elle le disait avec une clarté que même elle ne mesurait pas toujours. Le 3e jour, Samuel demanda « Pourquoi tu n'es pas dans une salle de cours ?» Grace posa son plateau sur le bord du trottoir et regarda au loin un moment. « Parce qu'on ne me laisse pas entrer. » Il ne demanda pas d'explication supplémentaire. Il hocha la tête une fois, lentement, comme quelqu'un qui a compris plusieurs choses en même temps et qui n'a pas besoin de les formuler à voix haute. Il revint le 4e jour. « Je veux financer tes études, dit-il. » Grace cligna les yeux. Elle ne bougea pas. « À l'étranger, pas ici. Là-bas, personne ne pourra t'arrêter. » Elle resta immobile pendant quelques secondes. Le bruit de la rue continuait autour d'elle. Les klaxons, les voix, les moteurs. Tout continuait comme si rien d'extraordinaire ne venait de se passer. « Pourquoi vous feriez ça ?» dit-elle enfin. « Parce que tu es trop bien pour ce trottoir, » dit-il simplement. Ce soir-là, Grace rentra chez elle par le chemin le plus long. Elle avait besoin de marcher, de mettre de la distance entre ce moment et tout le reste pour y voir clair. Elle arriva à la maison à la tombée du soir. Sa mère était dans la cuisine. Grace s'assit à table et dit sans préambule « Quelqu'un veut m'envoyer étudier à l'étranger. » Elizabeth Johnson s'arrêta de remuer la marmite. Elle se retourna lentement. « Qui ?»« Un homme. Il s'appelle Samuel Clark. Il a vu ce que je fais devant l'université depuis des jours. » Sa mère vint s'asseoir en face d'elle. Elle prit les mains de Grace dans les siennes et les tint fort. « Est-ce que tu lui fais confiance ?» Grace réfléchit honnêtement. « Oui. » Sa mère hocha la tête. « Alors tu dois y aller. »« Et toi ?»« Moi je vais bien. »« Maman. »« Je te dis que je vais bien, » dit Elizabeth Johnson d'une voix ferme. « Toi, tu dois y aller. Tu dois partir avant qu'il trouve un autre moyen de t'arrêter. » Elle parlait de son père sans dire son nom. Les jours suivants furent une course silencieuse et méthodique. Samuel Clark fit les choses vite, comme quelqu'un qui connaît les rouages administratifs. Les papiers, le visa, les formulaires d'inscription. Grace les signait les uns après les autres sans trop réaliser encore. Sa mère l'aidait en secret. Elle sortit une petite enveloppe de tissu cachée au fond d'une boîte à chaussures. De l'argent, mis de côté depuis des années, billet par billet, en prévision d'un jour qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle le donna à Grace sans explication. « C'est pour toi, » dit-elle. « Pour là-bas. » Grace tint l'enveloppe contre sa poitrine. La veille du départ, elles s'assirent ensemble dans la cour, après que la maison se fut endormie. Elles ne parlèrent presque pas. Le silence entre elles était plein de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Puis sa mère prit sa main et dit doucement « Promets-moi de ne pas revenir la même. » Grace la regarda. « Je te promets. » Sa mère la prit dans ses bras. Elle pria à voix basse, les lèvres qui bougeaient contre les cheveux de sa fille, dans une prière longue et murmurée, qui était à la fois une demande et un remerciement. Au l'aube, Grace se leva. Elle prit son sac, embrassa sa mère une dernière fois et sortit pendant que son père dormait encore. Elle descendit la rue dans le petit matin gris et ne se retourna pas. Pour la première fois de sa vie, c'était elle qui franchissait une grille. L'avion atterrit sous un ciel gris. Grace avait le visage collé au hublot pendant toute la descente, les yeux grands ouverts sur ce pays qu'elle n'avait jamais vu. Les nuages d'abord, épais et blancs, puis sous eux, la ville. Des routes, des toits, des champs verts. Tout lui semblait à la fois familier et profondément étranger. Elle avait traversé une frontière, pas seulement géographique. L'aéroport était immense, bruyant d'une façon différente de Lagos, moins chaud, moins saturé de soleil, mais tout aussi chargé de vie. Des gens pressés dans toutes les directions, des panneaux dans une langue qu'elle comprenait, mais dont les accents lui semblaient légèrement décalés. Elle suivit les panneaux de signalisation en serrant son sac contre elle. Samuel Clark avait tout arrangé. Il y avait quelqu'un à l'arrivée pour l'accueillir, une femme souriante qui lui tendit une enveloppe avec les clés de son logement, l'adresse de l'université et un numéro de téléphone à appeler en cas de problème. Grace prit tout et dit merci avec le sourire qu'on a quand on ne sait pas encore si on est soulagé ou effrayé. Les premières semaines furent un choc. Pas un choc violent, un choc doux et constant, comme une lumière trop forte qu'on ne peut pas éviter. Elle avait sous-estimé les accents. Les professeurs parlaient vite, avec des intonations qu'elle ne reconnaissait pas, et certaines consonances lui glissaient dessus sans entrer. Elle prenait des notes en essayant de tout attraper,
mais parfois une phrase entière disparaissait avant qu'elle ait eu le temps de la saisir. Elle leva la main une fois, pendant le premier cours de droit civil. « Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ?» Le professeur s'arrêta, répéta. Quelques étudiants autour d'elle se retournèrent, certains avec curiosité, d'autres avec cet air légèrement condescendant de ceux qui n'ont jamais eu à demander qu'on répète. Grace le remarqua, et le lendemain, elle leva la main de nouveau. Elle décida très tôt qu'elle ne pouvait pas se permettre de ne pas comprendre. La gêne passait, l'ignorance, elle, restait. Alors elle posait ses questions, elle demandait des clarifications, elle restait après les cours pour parler au professeur. L'argent fut un autre problème. Samuel Clark payait les frais d'inscription, c'était déjà considérable, mais le logement, la nourriture, les transports, les livres, tout ça ne rentrait pas dans l'enveloppe. Grace chercha du travail la 2e semaine. Elle trouva un poste dans un petit restaurant près du campus, service du soir, 3 fois par semaine. Les horaires étaient lourds à combiner avec les cours. Certains soirs, elle arrivait au restaurant directement de la bibliothèque, son sac encore sur les épaules, et elle enfilait son tablier sans même poser ses affaires. « Grace, table 6, » disait son manager. « J'arrive. » Elle servait les clients avec efficacité, sans se plaindre, en gardant ce calme appris à la grille de l'université. Rester présente même quand tout pèse. Elle rentrait chez elle après 22 heures, elle mangeait quelque chose de rapide, elle ouvrait ses cours, elle lisait jusqu'à minuit ou 1 heure du matin. « No excuses », murmurait-elle parfois dans le noir de sa chambre. C'était une phrase qui lui était venue spontanément, elle ne savait pas exactement d'où. Peut-être de tous ces matins où elle s'était levée fatiguée, mais levée quand même, peut-être de toutes ces nuits passées à lire des cours que personne ne lui avait officiellement enseignés. « No excuses », pas d'excuses. Tu continues ou tu arrêtes. Et elle ne s'arrêtait pas. Sa mère l'appelait le dimanche. « T'as mangé ? » « Oui, maman. »« Tu dors bien ? » ?»« Oui. » Même quand c'était non. Ces appels du dimanche étaient ses ancres. Elle pouvait tenir toute la semaine si elle savait qu'à la fin, il y aurait la voix de sa mère sur la ligne. Une voix qui ne lui demandait jamais si elle réussissait, si elle avait de bonnes notes, si elle était dans les premiers. Une voix qui lui demandait seulement si elle avait mangé et si elle dormait. C'était parfois tout ce dont elle avait besoin. La solitude était réelle. Elle ne l'avait pas prévue à cette intensité. À Lagos, même dans les moments les plus durs, il y avait du bruit, des gens, du mouvement. Ici, elle rentrait dans un appartement silencieux et mange seule à une table pour une personne. Elle n'avait pas encore d'amis, pas encore de personnes qui lui ressemblaient assez pour qu'elle se sente à sa place. Elle appela Déborah une fois. Elle n'y avait pas vraiment réfléchi, son doigt avait juste appuyé. Déborah répondit, surprise. Elles parlèrent 10 minutes de sujets légers et se promirent de se reparler. Elles ne le firent pas. Ça ne faisait pas de mal. Certains chapitres se referment, et c'est juste. C'est en 2e année qu'elle rencontra le professeur David Smith. Elle sortait d'un cours un après-midi, le sac lourd, la tête encore pleine des arguments du débat qui venait d'avoir lieu. Elle marchait vite pour arriver à temps au restaurant. « Excusez-moi » dit une voix derrière elle. Elle se retourna. Un homme de 45 ans environ, avec des lunettes rondes et l'air de quelqu'un qui passe sa vie à lire. Il la regardait avec une expression attentive. « Vous êtes Grace ?»« Oui. »« Je corrige les copies de votre groupe depuis le début du semestre. Vous pensez différemment des autres. » Grace ne sut pas quoi répondre à ça. « Ce n'est pas une critique, » précisa-t-il avec un léger sourire. « C'est une observation. Vous venez dans mon bureau si vous avez besoin d'aide ?» Il lui tendit une carte. Grace la prit. « Merci, monsieur. » Elle repartit vers le restaurant, la carte dans la poche, sans encore mesurer ce que cette rencontre allait changer. Les séances avec le professeur Smith commencèrent 1 semaine plus tard. Elles n'étaient pas formelles, il ne lui faisait pas de cours, il lui posait des questions et l'écoutait argumenter. Quand elle avait tort, il le disait sans détour mais sans mépris. Quand elle avait raison, il la poussait plus loin. Pourquoi ? Sur quelle base ? Et si le contexte était différent, tu changerais ta réponse ? C'était exactement le type de pensée qu'elle avait développé seule pendant 7 ans devant une grille. Mais maintenant, quelqu'un la guidait à l'intérieur de cette pensée, lui montrait ses propres angles morts, lui ouvrait des portes qu'elle n'avait pas vues. « Parce que l'autre côté de l'argument est faible », disait-elle parfois. Il souriait. « Continue d'avoir cet instinct, mais apprends aussi à comprendre pourquoi l'autre côté existe. Pour le démolir vraiment, tu dois d'abord le comprendre vraiment. » Grace avança vite,
plus vite que la plupart. Elle avait 7 ans d'avance dans certains domaines, 7 ans de pensée autonome, de lecture sauvage, de compréhension intuitive du droit. Ce qu'elle manquait en structure formelle, elle le compensait par une capacité à saisir les principes dans leur profondeur. Ses notes grimpèrent, ses camarades commencèrent à la remarquer. On entendait parfois son nom dans les couloirs. Grace, la Nigériane, elle est bonne. Elle n'entendait pas ça souvent directement, mais elle le sentait dans la façon dont les gens l'approchaient, dans les questions qu'ils lui posaient après les cours. Le jour de la remise des diplômes, elle se leva tôt. Elle se regarda dans le miroir de sa petite salle de bain en enfilant sa robe de cérémonie. Elle mit longtemps à nouer les cordons. Ses mains tremblaient légèrement. Pas de peur, de quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer, entre la fierté et le chagrin et la joie. Elle pensa à la grille, elle pensa au plateau, elle pensa à la pluie, aux cahiers ramassés dans les poubelles, aux nuits à lire à la lumière d'une lampe de poche. Quand son nom fut appelé, Grace Adese Johnson, major de promotion, faculté de droit, elle marcha jusqu'à l'estrade avec des pas lents et assurés. Elle prit son diplôme des 2 mains, et dans sa tête, elle entendit une voix, la voix de sa mère, 7 ans plus tôt sur la véranda d'une maison à Souruléré. Les enfants qui naissent sous la pluie arrivent toujours à destination. L'avion se posa à Lagos un matin de juillet. Grace regardait par le hublot, comme elle avait regardé en partant. Mais cette fois, la ville en dessous n'était pas étrangère. Elle la connaissait. Elle en connaissait les odeurs, les bruits, les angles. Elle savait que derrière ces toits serrés, il y avait des ruelles poussiéreuses, des vendeuses de mangue, des enfants qui jouaient, et des femmes qui portaient leurs rêves à l'intérieur comme on porte une flamme contre le vent. Elle était partie avec un plateau sur la tête. Elle revenait avec un diplôme dans son sac. Le chauffeur qu'elle avait engagé l'attendait à l'arrivée, un homme âgé qui n'avait pas l'habitude des femmes en tailleur sombre avec une valise à roulettes. Il la regarda avec une légère surprise et dit « Bienvenue, madame ». Grace sourit. « Merci ». Elle passa les premiers jours chez sa mère. Elle avait arrangé à distance le déménagement. L'ancienne maison, celle aux murs fissurés et aux dalles qui résonnaient, appartenait à un passé que Grace avait décidé de ne pas effacer, mais de ne pas habiter non plus. Sa mère vivait maintenant dans un appartement plus petit, mais plus solide, dans un immeuble propre, avec une cuisinière qui fonctionnait et une serrure qui fermait bien. « Est-ce que c'est vraiment le nôtre ?» avait demandé Elizabeth Johnson au téléphone le soir où Grace avait annoncé la nouvelle. « Oui, maman. » Sa mère avait pleuré. Grace avait gardé le téléphone contre son oreille longtemps après, à écouter ce silence mouillé de larmes, et elle avait pensé que c'était l'un des sons les plus beaux qu'elle ait jamais entendus. En arrivant à Lagos, elle envoya un message à Samuel Clark. Simple, court. « Je suis là. Merci pour tout. » Il répondit « Montre-leur qui tu es. » Le lendemain matin, Grace s'habilla avec soin. Tailleur noir, chemisier crème, chaussures à talons modérés. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir, prit son sac et dit à son reflet « On y va ». Elle demanda au chauffeur de la déposer à l'université. La route lui était familière. Chaque virage, chaque rond-point, chaque arbre. Son corps savait ce chemin avant que ses yeux le reconnaissent. La voiture ralentit à l'approche de la grande grille de fer et s'arrêta sur le côté. Grace descendit. Elle resta un moment sur le trottoir, debout devant la grille. Le même trottoir, les mêmes dalles, l'ombre du même arbre qui s'étirait dans la chaleur du matin. Quelques vendeurs s'installaient déjà. Une femme avec des oranges, un jeune homme avec des recharges. Grace ferma les yeux une seconde. Elle entendit sa propre voix d'il y a 7 ans. « Pure water, cold water !» Elle sourit doucement. Puis, elle entendit une autre voix. « Grace !» Elle ouvrit les yeux. Le docteur Michael Adams se tenait à quelques pas, son cartable dans une main, ses lunettes sur le front, comme toujours. Il avait vieilli, ses cheveux avaient blanchi aux tempes, mais ses yeux étaient les mêmes, ceux d'un homme qui regarde les gens et voit plus que ce qu'il montre. « Monsieur Adams. » Il s'approcha. Il la regarda avec une expression qu'elle ne lui avait jamais vue. De la fierté. La fierté tranquille de quelqu'un qui avait cru en quelque chose longtemps avant que ça devienne visible. « Vous êtes revenu, maître Johnson. » L'entendre dire ce titre pour la première fois lui fit quelque chose qu'elle ne s'était pas préparée à ressentir.
« Je suis revenue parce que vous m'avez vue, dit-elle. Il secoua la tête lentement. « Non, tu es revenue parce que tu ne t'es jamais arrêté. » Ils se serrèrent la main. Dans les jours qui suivirent, Grace revint souvent à la grille. Pas pour vendre, pour regarder, pour chercher celles qu'elle avait datées. Elle les trouva rapidement. Des filles avec des plateaux sur la tête, des yeux qui regardaient les fenêtres des salles de cours avec cette expression particulière, entre envie et résignation, qui dit « Je sais ce qui se passe là-dedans, mais je n'ai pas le droit d'y entrer. » Grace s'approcha de la première. Une jeune fille d'environ 17 ans, maigre, avec un foulard bleu et un plateau de sachets d'eau. « Comment tu t'appelles » La fille la regarda avec méfiance. « Amara. »« Tu veux aller à l'école, Amara » La fille baissa les yeux. « J'aurais aimé. »« Apporte-moi tes résultats scolaires demain matin. » Grace sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Je m'occupe du reste. » La fille prit la carte avec des mains qui tremblaient légèrement. Elle leva les yeux vers Grace. « Pourquoi vous faites ça ?» Grace la regarda et dit simplement « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi. » Le lendemain, Amara était là avec ses résultats. La semaine suivante, 3 autres filles vinrent. La semaine d'après, il y en avait 7. La nouvelle s'était répandue comme se répandent les nouvelles importantes dans les endroits où les gens ont besoin d'espoir, vite et dans tous les sens. Il y avait une femme avocate devant la grille de l'université. Elle donnait des bourses aux filles qui n'avaient pas pu aller à l'école. Elle s'appelait Grace Dunson. La grille qui l'avait exclue devenait entre ses mains une porte qu'elle ouvrait pour les autres. C'est un après-midi, pendant qu'elle parlait avec 2 nouvelles candidates, qu'elle entendit son nom. Grace. La voix était hésitante, vieille. Elle se retourna lentement. Thomas Johnson se tenait à 5 mètres d'elle. Il n'était plus l'homme qu'elle avait connu. Il semblait avoir rétréci, comme les arbres qui perdent leur eau en saison sèche. Il portait une chemise usée, ses chaussures étaient fatiguées. Ses mains pendaient de chaque côté de son corps, comme des choses dont il ne savait plus quoi faire. Ils se regardèrent sans parler pendant un long moment. Autour d'eux, les gens passaient, les vendeurs appelaient, un bus klaxonnait au loin. La vie continuait dans son bruit ordinaire. Et puis, Thomas Johnson, l'homme qui avait brûlé ses lettres, l'homme qui avait dit qu'une femme n'avait pas besoin d'école, l'homme qui avait regardé son journal quand elle lui avait annoncé son admission, cet homme tomba à genoux devant elle. Sur le trottoir, en plein air, devant les gens qui s'arrêtaient de marcher. « Je suis désolé, dit-il. Sa voix était brisée, tremblante. Je n'avais pas compris. J'avais tort. S'il te plaît, pardonne-moi. » Un silence tomba autour d'eux. Grace le regarda sans bouger. Elle le regarda longtemps, cet homme agenouillé devant elle, cet homme qui lui avait volé 7 ans, 7 lettres brûlées, 7 années passées sur un trottoir sous le soleil. Elle n'avait pas préparé ces mots. Ils vinrent d'eux-mêmes. « Tu ne m'as pas seulement refusé une éducation, » dit-elle calmement. « Tu m'as refusé du temps, et le temps, je ne peux pas le récupérer. » Les gens autour d'eux s'étaient arrêtés. Personne ne parlait. Thomas Johnson ne se releva pas. Il hocha la tête, les épaules basses. Un long silence. « Je te pardonne, » dit Grace enfin. Son père leva les yeux vers elle, une lueur dans le regard. Mais elle continua. « Les choses ne peuvent pas revenir comme avant. Elles ne seront plus jamais comme avant. » Il hocha la tête encore une fois. Grace fit un pas de côté, doucement, et reprit sa conversation avec les 2 filles qui attendaient. Elle ne regarda pas son père s'en aller. Elle n'avait pas besoin de voir ça. Ce soir-là, seule, elle alla s'asseoir sur le banc qui était juste à gauche de la grille. Elle n'avait pas souvenir de s'y être assise avant. Les vendeurs étaient partis, les étudiants aussi. La grille était fermée. Elle regarda l'endroit où elle avait passé 7 ans de sa vie. Elle ne ressentait pas de la colère, pas vraiment. Elle ressentait quelque chose de plus grand et de plus calme que ça. Quelque chose qui ressemblait à de la paix, pas celle des gens qui ont tout ce qu'ils voulaient, mais celle des gens qui ont payé le prix de ce qu'ils voulaient et qui savent que ça valait le coup. Elle pensait à Amara avec son foulard bleu. Elle pensait à sa mère dans son nouvel appartement. Elle pensait à Daniel et à sa boîte de manuels. Elle pensait à Samuel Clark et à ses 3 mots, trop bien pour ce trottoir. Elle pensait au professeur Smith et à ses questions sans fin. Elle pensait à toutes les nuits de lecture à la lampe de poche. Puis, elle se leva, ajusta sa veste, prit son sac
et s'en alla. Elle n'avait plus jamais à se tenir dehors. À partir de maintenant, c'était elle qui tenait la porte.